Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. Les femmes au service du foyer. Cette semaine, on voulait parler des femmes au service du foyer, puis au service en général, parce que quand on regarde un peu sur la chronologie de l'histoire telle qu'on s'imagine, sans aller fouiller plus loin, ce qu'on va faire, on a toujours imaginé des femmes au service des autres. Et bien évidemment, ça a déjà été le cas. Il y a eu les femmes esclaves, après il y a eu les femmes bonnes, il y a eu les gouvernantes, il y a eu les femmes qui éduquaient les enfants dans les grandes maisons. Il y a toujours eu des femmes au service d'un foyer, mais on se rend compte aussi en allant fouiller un peu plus loin qu'il n'y a pas eu que ça. Et donc nous, on aimerait refaire toute cette chronologie de la femme au service du foyer, de la maison. En fait, ce qu'il faut comprendre principalement, c'est que pourquoi il y a toujours ce lien entre la femme et le foyer. C'est parce qu'il y a surtout cette notion de mère dont on avait parlé d'ailleurs dans le précédent podcast que je vous invite à écouter. Cette notion de mère qui porte l'enfant et du coup c'est une évidence que la femme va s'occuper de l'enfant et de tout ce qui tient à l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire le foyer. Si on se concentre sur les religions polythéistes, on remarque dans toutes ces histoires mythiques qu'il y a toujours des figures magiques féminines qui en fait sont là pour préserver la maison. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en fait les femmes étaient souvent principalement responsables des tâches domestiques et de la gestion du foyer. Elles étaient en charge de prendre soin de la maison, de la cuisine, de veiller sur la famille comme je le disais avec ce rôle de mère ou même si elles ne sont pas mères, de rôle de nourrice. Donc il y a des divinités associées aux aspects de la vie quotidienne et ces divinités sont principalement féminines. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce rôle de génitrice, de femme qui porte l'enfant, d'humain qui crée l'enfant dans son ventre, il y a des divinités et des déesses qui ont beaucoup été vénérées comme protectrices de la fertilité et donc de la terre aussi, puisqu'on parle de fertilité pour la procréation mais aussi pour les terres, pour les cultures. Donc tout ça c'est hyper important pour la famille en général. Donc ce côté divinité féminine lié à la famille, c'est vraiment quelque chose d'ancré par l'aspect pratique du corps humain. En vrai, pour être précise, il y a aussi eu des dieux qui étaient au service de la foyer, mais il s'agissait plus de sécurité et non d'entretien du foyer. Pour vous donner des exemples, il y a la déesse Hestia pour les Grecs et Vesta pour les Romains, c'est la même, qui est la déesse du foyer, de la famille, du foyer sacré. Son rôle, en gros, c'est de veiller sur le foyer, de protéger le feu sacré qu'il y a dans les maisons, de maintenir l'harmonie dans la maison. Et c'était souvent les femmes qui évoquaient Hestia ou Vesta pendant les rituels domestiques pour avoir une protection de leur foyer. Par exemple, un truc qu'on a déjà tous vu si on a vu des nouveau-nés, les bébés, ils ont encore au niveau de leur nombril un bout du cordon ombilical qu'on coupe pas tout de suite. Et ce morceau-là était beaucoup lié à elle parce que c'était le lien entre la mère et l'enfant qui persiste encore en gros 7 mois après la naissance. Cette déesse-là, dans la mythologie, c'est une déesse qui est vierge, donc qui n'a pas voulu d'homme ou d'enfant, et elle est restée là où s'élèvent les femmes, donc dans le foyer, comme on peut s'imaginer une femme qui n'a pas d'enfant, pas de travail, pas d'amour, reste chez ses parents. En gros, c'est ça l'idée. Et elle quittera jamais ce foyer familial comme le font ordinairement les filles qui d'habitude vont partir pour être avec leur mari au foyer conjugal. C'est un peu comme Artémis, qui est une déesse totalement autonome, qui a fixé elle-même sa loi et elle n'en bouge pas. Dans la mythologie nordique, on a Frigg, désolé pour les personnes qui parlent une langue nordique, qui est aussi la déesse associée au foyer, au mariage et à la maternité. Elle est la femme d'Odin. Bon, pour ceux qui ont vu la série American Gods, c'est le roi des dieux nordiques, qui est en même temps gentil, en même temps méchant, on sait pas trop. Et elle est la mère de beaucoup de dieux, donc elle représente aussi la maternité. On a aussi Déméter, qui est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Et son culte est aussi souvent associé autant aux pratiques agricoles que domestiques, parce que les plantes poussent, le blé pousse, mais les enfants aussi poussent. Pour partir plutôt du côté germanique, il y a Frigga, donc pareil que pour Frigg, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se prononce. Ça doit sans doute être la même origine. Enfin, je m'avance pas, ça se trouve j'ai une énorme connerie, là pour le coup. Oui, bon, ça s'écrit quasiment pareil. Donc Frigga, c'est une déesse qui est associée à la maternité, à la fertilité et au foyer dans la culture germanique. Elle était vénérée et c'était une protectrice des femmes enceintes et des nourrissons. Et on lui attribuait des rites de protection pour s'assurer de la sécurité du foyer. Grâce à cette mythologie qui existe,
On a quand même ce lien à chaque fois de la femme enceinte qui a besoin d'être protégée et du foyer, histoire d'apporter bonheur et d'assurer la bonne vie de tout ce qui se passe dans le cadre domestique. Mais outre ce rôle qui, en soi, assez divin et assez cool, où c'est des femmes qui le représentent parce que, bon, elles sont quand même déesses, il y a un côté moins cool de l'histoire, il y a le côté de l'esclavage. Je tiens à dire, c'est très important, qu'il y a eu autant des hommes que des femmes esclaves et que l'esclavage a autant existé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, que même en Afrique subsaharienne et pas que dans l'Occident. Mais on va plus parler d'Occident actuellement parce qu'on est plus concernés. Mais il y en a eu partout de l'esclavage. Là, si on va parler de l'esclavage dans notre podcast où globalement on parle plus de femmes, c'est parce que les femmes esclaves avaient un triple fardeau. Donc elles avaient déjà le fait d'être esclaves, pas facile. En plus, elles subissaient des formes de discrimination parce que femmes, donc du sexisme et de l'exploitation sexuelle. Ça fait beaucoup. Non seulement l'esclave doit une totale servitude à leur maître, mais quand on est une femme, on avait en plus ce truc d'une servitude même au niveau sexuel. Parce qu'en vrai, le corps, il leur appartient dans tous les cas, quoi. Ouais, il y a une servitude qui va jusque dans la chair des femmes. Voilà, dans la chair, exactement. Merci Philo. Moi, je t'en prie. On va commencer par parler de l'Antiquité, et dans les civilisations antiques, comme la Grèce et Rome, les femmes esclaves, elles étaient souvent utilisées comme des domestiques, des concubines ou des travailleuses dans les domaines agricoles et artisanaux. Elles étaient considérées comme la propriété de leur maître, comme en général avec un esclave, et elles n'avaient pas beaucoup de droits, comme en général les esclaves. En gros, leur sort, ça dépendait vraiment de la bienveillance ou de la cruauté, à l'inverse, de leur propriétaire. Si le propriétaire avait décidé que c'était un être humain, pas au même niveau, mais avec un peu de considération pour cet être humain, c'était moins dramatique que si c'était l'inverse. Pendant la période médiévale en Europe, l'esclavage a continué d'exister sous diverses formes, bien que sa pratique ait évolué au fil du temps. Les femmes esclaves étaient souvent utilisées dans des domaines agricoles, pour faire le ménage ou des travaux domestiques. C'est un peu l'ancêtre des bonnes, pour résumer. Pas payé. Pas payées, bien sûr. Elles pouvaient également être utilisées comme servantes dans les châteaux ou dans les maisons de nobles. Ce qu'il est hyper important de mettre en avant, d'ailleurs, petite info que j'ai appris dans un super docu sur Netflix sur l'histoire de l'esclavage afro-américain. En fait, le mot esclave vient du terme en anglais slave, qui vient lui-même du latin sclavus, désignant l'homme slave asservi. La première fois qu'on a eu le terme sclavus, c'était en 937, dans un diplôme germanique, où on parlait de la mise en esclavage de populations slaves. Donc les premiers esclaves étaient donc des slaves, d'où le terme slave, d'où le terme esclave. Et ensuite, bien sûr, on a continué à avoir des esclaves qu'on emmenait de Scandinavie jusqu'à la Méditerranée, notamment le long du Rhin, qui était l'un des principaux marchés aux esclaves, situé à Verdun. Et là, on parle du 9e siècle. Ensuite, au 11e siècle, l'esclavage disparaît légalement en France, mais continue dans le bassin méditerranéen. Les Français, au même titre que tous les autres riverains de la Méditerranée, sont victimes d'enlèvements et donc sont réduits en esclavage. En gros, il n'y a pas d'esclavage officiel, mais finalement... Quand même un peu, quoi. Mais comme encore aujourd'hui, hein, l'esclavage est interdit, oui, et il y a des esclaves. Dans le monde, bien sûr. On recense d'ailleurs plus de 20 000 esclaves français à Alger en 1350. Donc les autorités françaises ne peuvent pas réagir militairement, car le contrôle complet du littoral n'est qu'illusoire, et se contentent de multiplier les missions à Alger pour racheter leurs esclaves chrétiens. En fait, c'est des Français chrétiens qui étaient enlevés pour être esclaves de sultans d'Afrique du Nord, en gros. Pourquoi on explique ça ? C'est parce qu'on explique que des esclaves, il y en a toujours eu, qu'il y a des marchés d'esclaves partout dans le monde. C'est pas qu'un truc occidental de faire de l'esclavage, mais ce qu'on connaît principalement, c'est la période de la traite transatlantique, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est con qu'il n'y ait pas la vidéo, il y a eu une transition, un passage de relais qui était incroyable. Un petit claquement de doigts. Avec un mouvement de... Oh, c'était beau. Donc, cette période de la traite transatlantique, on l'a déjà vue 1000 fois à l'école, vous vous en souvenez très bien, vous avez la carte en tête. Vous vous souvenez tous de ce schéma de triangle entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Donc à cette époque de la traite transatlantique, on a vu une exploitation massive des esclaves africains vers les Amériques. Et les femmes esclaves étaient particulièrement vulnérables aux abus sexuels, bien évidemment, et surtout à l'exploitation sexuelle de la part de leurs propriétaires. Et c'est horrible de dire propriétaire, mais c'était le cas.
elles étaient forcées à travailler dans les plantations de sucre, de coton, de tabac et dans les ménages des colons. En fait, ce qu'on explique, c'est que dans tous les cas, elles travaillaient comme les hommes de la même façon, sauf que la nuit, elles dormaient pas forcément parce que si le propriétaire était un peu gourmand, elles se faisaient violer en prime. Et puis elles s'occupaient des enfants, puis probablement aussi de ceux qu'elles enfantaient forcément suite à ces agressions. Ces femmes-là, donc qui représentaient plus d'un tiers des 15 millions de personnes qui ont été déportées d'Afrique vers les Amériques, elles étaient victimes de la triple peine dont on parlait tout à l'heure. Donc en plus des travaux forcés et des conditions inhumaines, ça qui était subi par tous les esclaves sans discrimination de genre, elles ont subi ces discriminations de genre et aussi une discrimination due à leur couleur de peau, parce que forcément les colons étaient quand même vachement plus clairs de peau, franchement blancs, alors que les esclaves noirs. Même après l'abolition officielle de l'esclavage dans de nombreux pays occidentaux au XIXe siècle, les femmes continuent d'être marginalisées et exploitées. Et ne parlons pas des femmes afro-américaines aux États-Unis qui continuent de travailler dans des conditions quasi d'esclavage, même s'il s'agit de travaux domestiques ou agricoles. Mais en soi, avec des salaires de misère, donc c'est presque de l'esclavage. Ensuite, on a quand même le colonialisme et l'impérialisme, où pendant la période du colonialisme européen, les femmes des territoires colonisés étaient souvent exploitées comme manœuvres bon marché de plantation, et toujours avec ce truc d'abus sexuels, de violence de la part des colons et d'administrateurs coloniaux. Ce qu'il faut comprendre avec ce côté esclavage, triple peine des femmes et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que oui, c'était horrible d'être esclave pour tout le monde, et les femmes en plus, elles avaient tous ces trucs-là, tous les sévices sexuels que les femmes connaissent aujourd'hui, mais là encore plus, puisqu'elles étaient la propriété des personnes. Le peu de filtres qu'on a aujourd'hui, ils étaient même pas là. En fait, pour donner un exemple un peu et sortir de l'Occident et parler de l'Asie, où par exemple, beaucoup de jeunes filles, pendant la guerre d'Asie-Pacifique entre 31 et 45, 20e siècle je précise, ont servi de prostituées. C'était des jeunes filles coréennes et chinoises qui ont été raflées par l'armée impériale japonaise et en fait qui servaient de prostituées. On appelait ça les femmes de réconfort. Et même si on veut parler de la série The Handmaid's Tale, comment tu le prononces ? Je ne sais pas le prononcer. La Servante écarlate. Quand on parle de la série La Servante écarlate, parce que The Handmaid's Tale. Pas du tout. Bref, bon, vous avez compris l'idée. En fait, c'est inspiré de faits réels parce qu'on parle, c'est quand même une dystopie qui raconte l'histoire d'une femme réduite au rang d'esclave et saluée par les critiques. C'est très romancé. C'est très romancé et enfin, c'est pas des faits réels, mais ça ressemble à ce qui a pu vraiment se passer. Et on remercie Margaret Atwood pour cette série incroyable et dure à regarder quand même. Maintenant, on va parler d'une autre période où on parle pas du tout d'esclavage là-dedans. On va parler de personnes qui travaillent dans un foyer et qui sont rémunérées. Donc, il y a les esclaves et les domestiques. Là où les domestiques reçoivent un salaire, mais dans l'idée, ils n'ont pas tellement le choix de quitter leur emploi parce qu'ils gagnent un salaire de misère et donc ils n'ont pas l'opportunité de quitter leur emploi. C'est un peu comme maintenant, aujourd'hui, un étudiant qui gagne que dalle en faisant la plonge au McDo, il peut pas quitter son emploi. C'est un peu la même chose. Donc c'est pas de l'esclavagisme, mais c'est un peu sociétalement, ça reste pas top. Et surtout, si on regarde le docu sur France 5 sur ces portraits d'une femme de chambre, quelque chose comme ça. Mémoire d'une bonne. Ils expliquent qu'en fait, même elle qui travaillait dans certains foyers ne touchait... En fait, finalement, elle était clairement prise au piège et finalement, elle n'était pas rémunérée. Et en fait, parce qu'on lui disait qu'on lui payait sa couche et sa nourriture, bah, du coup, il ne la rémunérait pas. Et ça arrivait souvent que des petites nanas qui partent de leur petit village de province arrivent dans des familles pour être gouvernantes ou bonnes et n'étaient même pas rémunérées parce qu'on leur disait, bah, en fait, votre salaire, c'est de pouvoir dormir et d'être nourrie, quoi. Et je te dis pas les conditions de vie. Mais du coup, ça arrive souvent qu'elles soient même pas rémunérées, quoi. Pour remettre le cadre des travailleurs domestiques, que ce soit hommes ou femmes. En gros, ça s'est généralisé dans la société bourgeoise du 19e siècle, où il y avait un nombre considérable de gens de maison, entre guillemets. Ces personnes-là contribuaient au niveau de la vie et du raffinement des familles bourgeoises, et ça faisait le capitalisme occidental. Donc, dans cette période-là, les habitations, elles étaient fabriquées pour être prévues pour que ces employés vivent au même endroit que les maîtres, avec des guillemets. Et ça, on le voit encore dans les immeubles haussmanniens, où il y a des escaliers qui sont réservés à l'extérieur pour accéder aux chambres de bonne, on appelle ça comme ça encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait rire parce que chez ma grand-mère, c'est comme ça. Il y a un escalier à l'extérieur et une porte dans la cuisine
pour que les employés de maison n'aient accès qu'à la cuisine. Elles ne rentrent pas par la porte principale, mais par l'extérieur, un escalier qui se dégrade complètement et qui sont en train de changer d'ailleurs aujourd'hui parce que ça ne tient pas du tout très bien. On s'en fout de la sécurité de ces personnes dans l'idée. Ouais, en fait, on retrouve beaucoup ce truc de, en fait, on mélangeait pas le petit peuple, donc les employés de maison et donc les bonnes, avec les propriétaires de la maison ou de l'appartement. D'ailleurs, on retrouve ça dans le film les femmes du 6e étage, qui est un super film avec Lucchini, et qui parle, bon après c'est dans les années 60, mais qui parle de ce propriétaire parisien qui tombe amoureux de sa femme de ménage, sa bonne. À l'époque, c'était les bonnes espagnoles, dans les années 60, c'était tout l'exode des bonnes espagnoles. Et en vrai, on voit vraiment ce truc de l'appartement bien séparé, avec la chambre de bonne, toutes les bonnes qui doivent se laver sur le palier, partager une seule salle de bain. On va parler maintenant de l'Ancien Régime, donc de fin 1500 jusqu'à la Révolution française. En France, une famille aisée ou noble, elle se devait d'entretenir une domesticité, donc d'avoir des domestiques à la maison. Et après la Révolution française, on voit de moins en moins de domestiques, et c'est normal, parce que si on grossit le trait, la Révolution française, c'était une révolution contre la noblesse, le roi et sa cour. Mais ça revient petit à petit au 19e siècle. L'offre sur ce type d'emploi devient de plus en plus importante avec l'urbanisation et l'importance prise par la bourgeoisie dans les villes. Et les candidatures augmentent avec un nombre croissant de jeunes femmes et de jeunes hommes qui quittent la campagne pour arriver sur les villes, pour quitter les conditions rurales. La présence de domestiques dans un foyer reste considérée comme un signe de statut social élevé au sein de la société et de la richesse. Il y a un livre qui est assez connu, c'est le roman Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, publié en 1900 et qui raconte l'histoire d'une jeune domestique, Célestine, qui est une soubrette, comme on pourrait dire entre guillemets, d'origine bretonne. Il y a le film d'ailleurs qui était super avec Léa Seydoux et Vincent Lano. Quand elle parle de sa situation, elle tire une conclusion assez sévère, dans le sens où elle dit, pour citer vraiment ces mots, en plus les mots d'Octave Mirbeau, « Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. » Les honnêtes gens, c'est les bourgeois, du coup, au début du XXe siècle, fin 19e, et les canailles, c'est les personnes de la rue, donc... c'est la street. C'est la street, quoi. Et parce que, je vous spoile pas, mais elle subit pas mal d'abus de tous les côtés, la petite Célestine. Et je vous invite à regarder le film ou à lire le livre. Mais cette histoire résume très bien la vie d'une petite domestique qui arrive de sa campagne. Donc il y a eu la mode des bonnes bretonnes, après il y a eu la mode dans les années 50 des bonnes espagnoles, puis ça a laissé place aux bonnes portugaises. En fait, à chaque fois, c'était un exode d'une communauté pauvre qui arrivait dans les grandes villes pour servir des riches maisons. Et le métier de bonne, vu que y avait un lien avec les enfants et avec la cuisine, c'était des femmes. Jusqu'au XXe siècle, les familles bourgeoises avaient des aides de maison. On appelait ces familles les maîtres, et les employés pouvaient être des femmes comme des hommes, et chacun avait une tâche définie. Les femmes étaient autant à la cuisine, au ménage qu'à l'éducation des enfants, de leur patron, alors que les hommes étaient plus sur les travaux considérés comme plus artisanaux, gérer le jardin, les bricolages. L'homme à tout faire, quoi. Homme à tout faire, voilà. Cette condition était super difficile et super mal rémunérée, et surtout, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas... Le seul jour... comme on dirait off, le seul jour un peu férié, c'était le jour du dimanche, où elles avaient le droit d'aller à l'église. Mais alors honnêtement, autant vous dire que toute vie sociale était nulle, et qu'elles devaient être disponibles 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le maître de maison vous réveillait en pleine nuit pour un service parce qu'il voulait boire du lait ou je ne sais quoi. Tu devais te réveiller, quoi. Ça, d'ailleurs, on le voit, je sais plus dans quelle série, je crois que c'est les Bridgerton. Après, bon, pareil, hyper romancé. Où t'as j'adore. Ouais, moi aussi. Je crois que c'est dans la saison 2, il y en a 2 des Bridgerton qui se lèvent pour aller se faire un lait chaud parce qu'ils n'arrivent pas à dormir et ils sont là comme des cons devant la cuisinière, genre, ah, ça marche comment ? Ah ben, on va boire du lait froid. C'est dans les Bridgerton, je confirme, mais c'est la saison 2. Ah bah voilà. J'adore, c'est Daphné qui parle à son... Enfin, bref. Exactement. Oh, elle me fait beaucoup trop fan. J'adore cette série. Du coup, faut se rendre compte que la plupart de ces bonnes-là arrivaient jamais à construire leur propre famille, même si elles jouaient le rôle de mère plus que certaines mères, parce que c'est elles qui éduquaient les enfants, elles n'arrivaient pas soit à avoir une relation amoureuse, soit à se marier. Beaucoup de femmes, une fois mariées, étaient obligées d'arrêter de travailler en tant que bonnes, parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas gérer leur vie de famille. Et en plus, gérer la vie d'une autre famille, finalement. En fait, le seul moyen pour une femme d'avoir une famille dans ces conditions-là, c'était de se marier avec l'employé de maison masculin.
à la Oui, maison. comme ça, tout le monde vivait dans la même maison et c'était pratique. Ce qui, finalement, je crois, est arrivé pas mal de fois. Ah bah, Ça si a souvent c'était été repris. leur seul lien social avec quelqu'un Bah oui. de leur même milieu, tu Bah, c'est m'étonnes. sûr. Non. Après les 2 guerres qui ont secoué l'Europe, la coutume commence vraiment à s'amoindrir. Et surtout, après les guerres, les gens ont beaucoup moins de moyens, en fait, tout simplement. Les gens ont tout perdu avec la guerre, que ce soit la bourgeoisie, et sans parler de ceux, du coup, Qui sont morts. qui sont morts, exactement, Ou qui ont été déportés. ou qui ont été autres. déportés, ou autres. Les traumatismes, tout ça. Voilà. Donc, on voit d'ailleurs à ce moment-là une forte conversion des femmes de ménage en ouvrières non qualifiées pendant l'entre-deux-guerres, et finalement qui vont rester dans ces secteurs-là. Et puis surtout, les familles bourgeoises voient arriver un nouveau truc des États-Unis qui est le soft power. Les familles commencent à avoir de l'électroménager, et en fait, ça va complètement changer la notion de bonne et de gouvernante ou autre, quoi. En fait, c'est vraiment uniquement les familles assez aisées et même très aisées qui continuent à avoir du personnel de maison. Parce que, en fait, il faut bien se rendre compte que là, aujourd'hui, quand vous passez la journée à faire votre ménage, vous avez l'impression que ça vous prend 100 ans. Sauf que la vaisselle, pour les plus chanceux, il y a un lave-vaisselle. La machine à laver, je ne connais personne, même l'étudiant le plus précaire, qui fasse sa machine à laver à la main. On a tous une machine à laver, imaginez... Où on va Ou à la laverie. à la Mais laverie. c'est une machine à laver. Imaginez le temps qu'on passerait à laver toutes nos fringues avec une brosse, du savon, avec l'eau de source du coin, quoi. Non, mais Vraiment, c'est ça. Il y a vraiment le lave-vaisselle, le lave-linge, l'aspirateur. l'aspirateur. Que les meufs s'excitent. Ce truc de bonne, à part encore une fois dans les familles assez bourgeoises, laisse place au retour de la femme au foyer qui gère tout. Parce que c'est vrai que, quand même, et on en parle d'ailleurs dans notre podcast sur les femmes et le travail, c'est qu'il y avait auparavant la femme bourgeoise qui ne travaillait pas mais qui n'était pas non plus femme au foyer parce qu'elle ne s'occupait pas elle-même de ses enfants. C'était une honte de s'occuper soi-même de ses enfants, il y avait des nourrices. Et à côté de ça, il y avait la femme ouvrière ou la femme qui était dans les travaux agricoles ou les bonnes qui travaillait pour survivre. Mais là, du coup, il y a une nouvelle strate de femme qui est la femme au foyer. La femme, on n'a plus besoin de payer des personnes pour s'occuper de la maison parce qu'on remplace par de l'électroménager. Il faut savoir que jusqu'en 1930-40, la plupart des métiers de la fonction publique étaient interdits aux femmes mariées et elles devaient avoir le consentement de leur mari pour travailler. Donc ce rôle de la femme au foyer, il est plutôt bien vu. D'ailleurs, on en a parlé dans notre épisode des pin-up, des femmes qui s'occupent du foyer, la machine à laver, tout ça. Tout est lié. Tout est lié, c'est dingue. Le fait qu'elles travaillent à la maison, qu'elles aient un travail ménager chez elles, ça permettait aux hommes de la maison d'avoir un travail, et donc elles avaient un rôle important pour le bon fonctionnement de la société. En gros, l'homme travaille beaucoup mieux à son travail quand il rentre chez lui, il a la maison propre, le repas chaud, la chemise repassée, que lui il n'a pas à y penser et que sa femme y pense très bien. En plus, pour la société, qui devait être en expansion à cette époque-là, puisqu'on rappelle les guerres, machin, il y a eu plein de morts. Bah surtout les gosses après c'est baby boom, Bah voilà. les 50. D'où le baby boom. Le but, c'était pour les familles de faire beaucoup d'enfants pour que le nombre de citoyens augmente. Donc, les femmes faisaient des enfants, s'en occupaient et tenaient le foyer pour que l'homme ait du repos confortable après la journée de labeur. Et donc, tout ça, ça faisait un rouage bien huilé. Donc, la femme, les enfants, le foyer. Donc, société qui augmente en densité de population, puis les hommes qui sont beaucoup plus performants au travail, puisqu'ils n'ont pas à penser à tout ce qu'il y a à faire à la maison. Plus d'argent, les gens ils regagnent leur argent, ils s'enrichissent. Et à l'époque, on ne se rendait pas forcément compte que être femme au foyer, c'était un métier à part entière. Ah non, ça c'était bien vu, mais c'était pas aussi bien vu qu'un On ne se rendait pas compte du travail que c'était pour une femme de s'occuper d'un foyer. C'était vraiment en mode, ah mais elle a de la chance, la femme, elle a le temps, mais d'ailleurs, ça reste encore. Hein. Ouais, on ne se rend pas compte de la charge mentale que c'est d'être femme au foyer. Les femmes qui travaillent aussi, qui doivent s'occuper de leurs enfants. Moi, ma mère, elle a fait ça. Hein. Elle le fait encore. Elle fait la cuisine, elle fait les courses, elle fait le ménage après sa journée. La de charge boulot. mentale de nos mères, de nos grands-mères, de tout. Qui, en plus, la génération de nos mères, elle travaillait. Nous, on a été quand même dans la génération. Bon, après, il y a encore des femmes au foyer. Et je pense qu'il y en aura encore. Comme aujourd'hui, il y a des pères au foyer. Il n'y a aucune honte à vouloir s'occuper de sa famille ou de son foyer. Mais c'est vrai que nous, on est la génération des mères qui ont grandi dans les années 70-80 et qui, du coup, en fait, devaient faire les deux. Ouais, et elles tiennent, hein. Et elles tiennent. Et ouais, c'est une autre époque. Il y a un truc à préciser quand même, c'est que cette vision du monde, elle est très citadine. Là, on parle des villes, parce que dans la campagne, les femmes, elles ont toujours travaillé, même si elles étaient
pas rémunérées ou moins rémunérées, elles faisaient un peu le même travail que leur mari dans les tâches quotidiennes. C'était pas du tout le rôle de la femme au foyer comme on l'imagine, derrière la cuisine, tout ça. Pour grossir le trait, en gros, si l'homme était au champ toute la journée, la femme venait avec lui. Sauf que c'était à lui qu'on payait sa récolte, c'était lui qui était considéré comme le fermier. Mais la fermière, sa femme, elle travaillait aussi. C'était la petite main. Ouais, elle se faisait pas dorer la pilule, les orteils en éventail pendant que son mari travaillait. Elle travaillait avec lui, le même travail. En gros, la femme faisait la compta parce qu'elle devait savoir ce qu'elle dépensait et tout pour les courses et compagnie, pour les vêtements, pour les livres et tout pour les enfants. Mais à côté de ça, en fait, elle avait toute la charge mentale des dépenses. Mais en fait, c'est l'homme qui choisissait combien donner à la femme. Elle était complètement dépendante, comme un ado qui a dans son argent de poche, quoi. Oui, bien évidemment, la femme faisait les grosses dépenses puisque c'était elle qui faisait les courses. Mais c'était à l'homme de décider combien elle lui donnait. S'il décidait que tous les soirs, il fallait qu'il aille boire une bière en sortant du taf, la femme devait se démerder avec ce qui restait. Pour prendre un petit exemple, dans Germinal de Zola, tout le monde sait que j'aime beaucoup les Rougon-Macquart, avec la Maheude, on voit que c'est à la femme de s'arranger pour les finances du foyer. Et dans une scène du film de 93, ils ont une discussion à propos de leurs finances difficiles. Ils n'ont plus un sou, sauf lui à qui il reste 2 sous. Et elle lui dit de garder pour une chope. Et lui dit de s'arranger pour la soupe. C'est à elle de trouver une solution pour nourrir la famille, en fait. Quand on a des notions d'économie, on comprend que cette scène de Germinal, elle est hyper importante parce que dans un ménage, il y a le flux entrant et le flux sortant. Le flux entrant, c'est le salaire et le flux sortant, c'est les dépenses. Entre les deux, on a les économies du foyer, donc l'argent qui reste. Là, on a les hommes qui sont en charge du flux entrant et les femmes en charge du flux sortant, sauf petites dépenses pour s'amuser, la fameuse chope du mari. Donc c'est les deux qui gèrent les économies du couple. Si l'homme gagne moins, et ou que la femme dépense plus, les économies du ménage diminuent, forcément. Sauf que là, c'est un peu comme nous-mêmes avec nos dépenses et nos économies, sauf que là, c'est vraiment géré à deux, avec, si on grossit le trait, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui dépense. Et forcément, c'est pas dépenser pour aller faire du shopping avec les copines, c'est comme on l'a dit, c'est pour les vêtements des enfants, la nourriture, le charbon, c'est pour des dépenses particulièrement importante. Donc avec tout ça, on peut voir entre la bonne, l'esclavage, la femme au foyer, les déesses, les femmes ont toujours eu un rôle hyper important dans le foyer, et c'est que depuis vraiment pas longtemps qu'on voit ce rôle, même dans l'imaginaire collectif, qui sort de ce foyer. Maintenant, on a des femmes qui sont chefs d'entreprise, on a des femmes qui sont médecins, on a des femmes qui sont avocats, on a des femmes qui sont banquiers, comptables. Mais ça fait tellement peu de temps par rapport à toute l'histoire. Si on reprend sur toute l'histoire, rien que dans ce podcast, on a parlé de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une goutte d'eau par rapport à toute l'histoire qui s'est passée. Et c'est que depuis à peine quelques dizaines d'années, peut-être 20 ans, que les femmes... Bon, allez, peut-être un peu plus. Mais que ça se généralise, ça fait moins d'un siècle. Et c'est vraiment rien. Et c'est ça qui est effarant. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok. C'est @lesviolettespodcast. À bientôt. Salut!